poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, comme toutes les 2 semaines, le jeudi, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. C'est vrai que quand on fait quand même l'addition des vents contraires, des incertitudes, des risques, et je ne veux pas refaire la liste parce que sinon on verse très vite dans le pessimisme, et qu'on met en face le niveau des marchés actions, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir le sourire. En tout cas, le CAC a plus de 6700 points là aujourd'hui. 2 belles séances de rebond, malgré les mouvements du marché obligataire, malgré 2 mois de guerre révolus en Ukraine, malgré les incertitudes macroéconomiques et le discours toujours plus agressif des banques centrales. Je ne sais pas si c'est un mystère, mais en tout cas, il y a quelque chose d'une certaine résilience de ce point de vue-là, j'imagine. Oui, comme quoi le pire n'est jamais certain. Vous faites allusion à ce mouvement de marché. Si on se replace 2 mois plus tôt, on était à 6520 points. On est à 6720 points aujourd'hui. Entre-temps, on a eu la guerre, on avait la hausse des taux, on avait l'inflation, on avait des publications qu'on redoutait ou qu'on craignait. Et effectivement, on a totalement occulté les publications du 15-20 février, donc celle du 4e trimestre 2021, parce qu'on était préoccupé par, à ce moment-là, l'Ukraine, qui a pris le dessus sur l'ensemble des autres éléments et l'autre information, parce que c'était un sujet lourd de conséquences, et que cette fois-ci, on remarque que 200 points au-dessus, on voit que les marchés ont pris une distance avec la géopolitique. En tout cas, ils l'ont intégré dans leur schéma. On s'aperçoit aussi que les algorithmes, derrière lesquels, au départ, il y a des hommes, avaient accentué des arbitrages au profit de valeurs plus défensives et des rotations sectorielles importantes. On voit là, moi, ce que je commence à entendre, surtout, c'est un changement de discours. C'est-à-dire, on est moins sombre qu'on a pu l'être il y a quelques semaines. On assiste à un début des publications qui est meilleur qu'attendu. On bat le consensus dans 60 et quelques pourcents des cas, 74% je crois, sur les premières publications du SP500. On a des publications en France et en Europe qui sont également de très belles factures. Voilà, on commence à voir des investisseurs qui se disent, eh bien maintenant, finalement, le pire ne s'est pas produit. J'ai raté ces 200 points en 2 mois. Il faudrait peut-être que je reprenne un peu je remette un peu de risque et un petit peu d'action dans mes portefeuilles. Alors, c'est pas totalement partagé et c'est peut-être un peu trop tôt, diront certains, mais c'est vrai que c'est une idée qu'on est tout à fait prêt à partager. Et je pense qu'aujourd'hui, remettre un peu de cyclique, un peu de croissance, oui, il y a de l'inflation, mais il y a de la croissance également. On commence à entendre certains dire que ce que certains redoutaient, et j'espère que ça ne se produira pas, et on l'entend de moins en moins, c'est cette fameuse stagflation. Oui, c'est ça. Eh bien, peut-être qu'on n'aura pas de stagflation et peut-être qu'on aura quand même une croissance qui réussira à s'équilibrer avec des taux, avec de l'inflation. Cette croissance, elle est revue, bien évidemment, ça vient d'être dit, mais elle reste quand même très prégnante. Elle est dans l'esprit de chacun et elle est quand même illustrée par le plein emploi, par des indicateurs qui continuent d'être solides, et ça nous empêche de basculer dans un pessimisme noir qui nous ferait continuer à avoir une attitude et une allocation frileuse. On est en train de sortir de ce statut. Ouais. Si on prend l'exemple américain, l'économie américaine a encore créé quasiment 1,5 million d'emplois sur le seul mois de mars. Effectivement, on n'a pas encore d'indication d'un retournement majeur du marché du travail qui serait peut-être un indicateur de récession très proche. On ne peut pas parler d'une économie au bord de la récession aujourd'hui quand on regarde l'économie américaine, par exemple. Mais c'est intéressant parce que le scénario de stagflation faisait peur aux investisseurs parce que dans un schéma de stagflation, il y a très peu d'investissements pertinents. Il n'y a rien qui paye, pour dire les choses, Franklin. Si on évite ce schéma-là, cet écueil-là, effectivement, on a de quoi peut-être être un peu plus constructif pour l'avenir. C'est le pari qu'on prend. Ouais. C'est aujourd'hui le pari qu'on prend. On ne veut pas être avec les Cassandres, on veut plutôt voir la bouteille à moitié pleine. Et on considère aujourd'hui que la dynamique
que certains ne veulent pas le voir. Effectivement, je sais, il y a tous ces sujets très brillamment développés qui sont très actuels et qui pourraient, s'ils se révèlent exacts, être compliqués. Mais je n'adhère pas dans l'immédiat à tous ces scénarios. On parle beaucoup des banquiers centraux, on a vu à quel point ils s'étaient trompés dans leur vision temporaire de l'inflation. On se demande s'ils ne vont pas se tromper maintenant qu'ils vont prendre des décisions très structurantes, avec des hausses de taux d'un demi-point et autres, si ils vont se rendre compte qu'on a eu un chiffre sur l'inflation en Europe qui était plutôt mieux qu'attendu. C'est vrai, la deuxième estimation. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais là aussi, il ne faudra pas taper avec un bazooka à un moment où peut-être qu'on aurait une inflation qui se raisonne un petit peu, d'autant qu'on sait aujourd'hui, les matières premières sont la composante importante de cette inflation. Et puis, les événements avec l'Ukraine mettent en évidence ce changement énergétique auquel on doit se préparer et qu'on doit mettre en œuvre. Donc, ceci plus cela nous fait dire que allons remettre un petit peu de risque, un petit peu plus d'action dans les marchés, ce qu'on avait retiré il y a quelque temps. Et puis, vous faisiez allusion au marché américain. Souvenez-vous que il y a quelques semaines déjà, on disait qu'on repondérait un peu plus les États-Unis. On aimait bien les titres américains, même certains titres de la tech qui ont énormément de cash en l'occurrence, ou des titres très diversifiés comme Berkshire Hathaway, ou des choses comme ça. Et on continue à être dans cet ancrage et avec une zone euro que nous reconsidérons un petit peu plus aujourd'hui parce que le pire n'est pas certain, comme je le disais tout à l'heure. Les actions de la zone euro ont beaucoup souffert depuis 2 mois, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Quel type d'action on a envie d'avoir? Parce que vous faisiez référence à l'idée de la tech, c'est vrai que le crash de Netflix hier peut refroidir encore un petit peu. Alors, il y a peut-être un sujet spécifique autour de Netflix, mais on voit quand même peut-être que la purge de ce point de vue-là n'est pas totalement terminée. La purge pour certains titres ou certaines valeurs est certainement pas terminée. Hélas, on ne sait pas lesquels seront les grands perdants de demain. Néanmoins, si on regarde cet aspect-là, on a eu les publications d'ASML qui ont été d'excellentes factures. On a vu le titre qui est repassé au-dessus des 600 €. C'est un titre que nous aimons bien. J'ai eu l'occasion d'en parler. ASML, et c'est étonnant, à chaque fois que j'en parle avec nos clients investisseurs, ils ne connaissent pas. Mais n'oublions pas qu'ASML a une capitalisation boursière qui n'est pas très éloignée de celle de LVMH. Non. Nestlé, LVMH, ASML, voilà, c'est le trio des plus grosses capitalisations de l'ordre de 30 milliards à peu près. Et donc, 300. 300, pardon. Oui. Et donc, on est là véritablement dans quelque chose qui nous incite à croire que le secteur n'est pas à bouder. Et c'est vrai que certains moutons noirs comme Netflix hier, qui était un gadin mémorable, on a là en face des réveils qui peuvent se révéler prometteurs et des paris qui nous confortent dans nos choix, quoi. Il y a aussi l'idée des stratégies de rendement sur les marchés actions, quand on a du mal à y voir clair sur le marché obligataire. Alors évidemment, les rendements obligataires remontent, mais la correction des obligations n'est pas terminée. On le voit encore ces derniers jours. Donc on manque peut-être de visibilité, de stabilité sur ce marché obligataire. Et donc, certains investisseurs vont chercher du rendement sur les marchés actions. Ça tombe bien, parce que le mois de mai et le mois de juin sont des mois de versement de dividendes au sein du CAC 40. Et donc, c'est intéressant d'à nouveau passer en revue les sociétés qui versent des dividendes et des dividendes de qualité, en cash notamment, avec régularité, des entreprises qui ne coupent pas leurs dividendes au premier vent frais. Voilà, ça existe dans ces marchés aujourd'hui, Franklin. Oui, vous avez tout à fait raison de soulever ce point-là, parce que c'est bien joli quand je dis qu'on est plus optimiste et autres, mais il est évident que certains clients sont prêts à franchir le pas
pas, mais ils ont envie d'avoir une ceinture et des bretelles. C'est-à-dire que le dividende offre un peu cette ceinture et ces bretelles, et qu'au sein même du CAC 40, vous commencez très fort avec un titre comme Crédit Agricole qui est au-dessus de 8, mais comme Stellantis, au-dessus de 8% de rendement attendu prochainement, donc les dividendes versés en 2022. Et puis vous pouvez continuer. Vous en avez Engie, BNP, Société Générale, Orange qui sont au-dessus de 6. Vous avez AXA qui est au-dessus de 5. AXA est au-dessus de 6 aussi. Total Energy qui est également à 6,08. Donc en dessous, vous avez quelques valeurs à 5 comme Bouygues. Et puis, vous avez au-dessus de 4%, vous avez Publicis, Michelin, Veolia, Vinci, etc. Donc, des titres de qualité, de premier plan. Et on voit que sur une dizaine de titres du CAC 40, vous avez des rendements supérieurs à 4,5%. Donc, vous pouvez effectivement, quand vous voulez, associer votre prise de risque avec un rendement sur les actions entre 4,5 et 8,5, voire 9% pour Crédit Agricole, un petit peu en dessous, vous avez de quoi faire votre choix et de quoi vous assurer un rendement plus que confortable, comme vous le disiez, contrairement à des rendements obligataires qu'on ne trouverait plus aujourd'hui. Bon, et puis alors, un mot de politique, mais avec le prisme des marchés de l'investisseur. Je regarde le spread OAT-Bund au lendemain du débat de l'entre-deux tours, 45 points de base. L'euro remonte, les marchés actions sont bien orientés. On n'est pas loin de gagner 2% d'ailleurs pour le CAC 40 à mi-séance, ce qui est la meilleure performance en Europe aujourd'hui. Est-ce que les marchés sont déjà passés à autre chose d'une certaine manière? Est-ce que cette élection française, pour les investisseurs globaux, ceux qui font les marchés, est en train de devenir un non-sujet? Alors, non-sujet, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on sent qu'il y a encore des freins à l'investissement. Néanmoins, effectivement, la candidate au deuxième tour est quand même très réfractaire à l'Europe. Et ça, c'est ce que les marchés redoutent le plus. C'est qu'on a besoin d'être tous ensemble. Surtout, on le voit quand on traverse des périodes économiques ou les investisseurs aiment une Europe, aiment une cohésion européenne. Aiment une cohésion européenne parce qu'ils comprennent qu'elle les a plus aidés et qu'elle a plus aidé l'économie même domestique et nationale dans un environnement qui s'inscrit au sein de l'Europe. Donc effectivement, il y a 3-4 semaines, on sentait qu'il y avait une chape de plomb sur les marchés qui les empêchait de se libérer. Il y avait également les publications, toujours le problème avec l'Ukraine. Le problème avec l'Ukraine est toujours là. Toujours là. Les publications commencent à rassurer. Et effectivement, avec ce spread entre les deux tours qui se grave un petit peu plus, eh bien, on sent que les marchés, lundi, se libéreront peut-être, ou alors auront une douche froide qui provoquera une grosse correction du marché parisien. Il y a un risque un peu asymétrique. Il y a un risque totalement asymétrique, mais là aussi, parce que c'est une éventualité qu'on est obligé de regarder, on attendra une dizaine de jours que les marchés purgent, si c'était notre l'hypothèse qui s'avérait être celle-ci. Et dans ce cas-là, on en profitera pour renforcer nos positions parce que les marchés comprendront très vite qu'on ne pourra pas derrière faire le programme qui est annoncé. Principe de réalité. Merci beaucoup Franklin Pichard, avec nous tous les 15 jours le jeudi dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée, directeur général de Kipling Finance. On se retrouve tout à l'heure à 17h pendant une nouvelle heure en direct sur Bismart.